Je me tenais sous la lumière vacillante des néons d'une aire de repos sur l'autoroute A13. Le vent frais de la nuit soufflait, portant une odeur âcre d'asphalte et de gazole. Je fixais la route sombre. La voiture de mon fils avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Dans ma main, je serrais un vieux sac en toile, mon cœur battant si fort qu'il me faisait mal à la poitrine. Je m'appelle Geneviève, et j'ai 70 ans. Jamais je n'aurais pensé me retrouver ainsi, abandonnée sur le bord d'une autoroute. La voiture de Julien, mon fils, était partie il y a une demi-heure. Je me disais qu'il allait revenir, mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Je suis entrée dans la boutique de la station-service. La lumière crue m'a agressé les yeux. La jeune employée m'a regardée avec un air interrogateur. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone pour appeler Julien. La sonnerie a retenti dans le vide. Personne n'a répondu. J'ai réessayé, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que la batterie de mon propre téléphone s'épuise. Je me suis assise sur un banc en plastique devant la boutique. Le sac en toile ne contenait qu'une bouteille d'eau et un vieux carnet. J'ai ouvert le carnet. Sur la première page était écrit « Pour ma famille ». Les larmes ont commencé à couler. Je ne comprenais pas pourquoi il m'avait fait ça. 1 heure plus tard, le froid me gagnait. Un camion s'est garé non loin. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage fatigué, m'a vu trembler. « Madame, qu'est-ce qui vous arrive ?» a-t-il demandé. Je lui ai tout raconté, d'une voix brisée. Mon fils est parti. Il m'a laissé ici. Chaque mot était une lame dans mon cœur. L'homme m'a regardé avec compassion. Il a dit qu'il allait m'aider. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai vu l'écran de son téléphone, ouvert sur un réseau social. Un article a attiré mon attention. Une grand-mère de 75 ans abandonnée par sa famille sur une aire d'autoroute. Mes pensées se sont figées. Ce n'était pas mon histoire, mais elle y ressemblait terriblement. Je n'étais pas la seule. Je n'étais pas la seule à souffrir. J'ai regardé la route vide. La question tournait en boucle dans ma tête, pourquoi ? J'ai senti une colère sourde monter du plus profond de moi. Je ne serai pas une victime. Je ne laisserai pas cette histoire se terminer ainsi. Je m'appelle Geneviève. J'ai été professeure de lettres à Aix-en-Provence. Pendant 30 ans, j'ai enseigné à des générations d'élèves la beauté des mots, la compassion et le respect. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir échoué. Pas seulement en tant que professeur, mais en tant que mère. Julien, mon fils unique, a 40 ans. Il est ingénieur à Paris, mène une belle vie dans un grand pavillon de banlieue. Un pavillon que je lui ai offert, à lui et à sa famille. Je me souviens de chaque centime que j'ai versé pour cette maison. À la mort de mon mari, j'ai vendu notre dernière parcelle de terre en Provence. L'argent a permis à Julien de finir sa grande école d'ingénieur. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Sauf de l'amour. Mais aujourd'hui, je ne suis même plus sûre qu'il m'ait jamais vraiment aimé. Sophie, ma belle-fille, a 38 ans. Elle est belle, intelligente, mais froide comme la glace. Chaque fois que je venais leur rendre visite, elle me disait « Maman, s'il te plaît, ne salis rien ». Je souriais, en dissimulant ma peine. Mes 2 petits-enfants, âgés de 10 et 12 ans, sont adorables. Mais ils ne me parlent presque jamais. Sophie préfère les voir sur leur tablette plutôt qu'assis à écouter les histoires de leur grand-mère. J'ai longtemps cru que les enfants seraient le ciment qui maintiendrait notre famille unie. Il y a 2 semaines, Julien m'a appelé. Il voulait emmener sa famille en week-end à Deauville. « Maman, viens avec nous, on passera du temps ensemble. » Sa voix semblait forcée, mais j'étais trop heureuse pour y prêter attention. J'ai fait ma valise avec une excitation enfantine. J'ai choisi mes plus belles tenues, en espérant plaire aux enfants. Je nous imaginais dînant ensemble, riant aux éclats. Je pensais que ce serait l'occasion de resserrer les liens. Ce matin-là, nous avons quitté Paris. Le SUV noir de Julien brillait sous le soleil. Sophie était à l'avant, moi à l'arrière avec les petits. Ils avaient des écouteurs, absorbés par leurs écrans. Pendant le trajet, j'ai essayé d'engager la conversation. « Julien,
Tu te souviens quand je t'emmenais à la mer, quand tu étais petit? Il a simplement hoché la tête, sans me regarder. Sophie a changé de sujet, l'interrogeant sur son travail. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille. Mais je me disais que ce n'était pas grave. Être avec eux était suffisant. J'ai fermé les yeux, bercé par le bruit des pneus sur l'asphalte. Après 2 heures de route, Julien s'est arrêté sur une aire de repos. « Maman, tu veux descendre te dégourdir les jambes ?» a-t-il demandé. J'ai acquiescé, heureuse de pouvoir bouger. Je suis allée aux toilettes. Cela n'a pas duré 10 minutes. Quand je suis revenue, la voiture avait disparu. Le parking était vide, ne laissant qu'une trace de pneu sur le sol. Je suis restée figée, regardant autour de moi, espérant qu'il se soit simplement garé plus loin. Mais il n'y avait aucune voiture noire, aucun Julien, personne. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Julien. La sonnerie a retenti, sans réponse. J'ai appelé Sophie. Même résultat. J'ai senti un froid glacial m'envahir le ventre. J'ai envoyé un message, « Où es-tu ? Je t'attends à la station. » 10 minutes ont passé. Aucune réponse. Je me suis assise sur le bord du trottoir, regardant les voitures passer. Chacune ressemblait à celle de Julien, mais aucune ne s'est arrêtée. J'avais l'impression que le monde entier me tournait le dos. Je me suis souvenu des mots de Sophie, le mois dernier. « Maman, pourquoi ne pas aller dans une maison de retraite ? Tu ne serais plus une charge pour nous. » Julien était resté silencieux, n'ajoutant pas un mot. À ce moment-là, j'avais pensé qu'il me défendrait. Il avait choisi le silence. Maintenant, je comprenais. Son silence n'était pas seulement un aveu. C'était une décision. Il avait décidé de m'abandonner. Ici même, sur cette aire de l'autoroute A13. J'ai regardé le sac en toile dans ma main. À l'intérieur, il y avait ce carnet, où j'écrivais pour Julien. Chaque page était remplie d'espoir, d'amour et de rêves. Maintenant, ce carnet me semblait peser une tonne. Je me suis relevée, le regard fixé sur la longue route droite. La colère remplaçait peu à peu la peur. Je ne laisserai pas cette histoire se terminer ainsi. Je ne serai pas une simple victime oubliée. J'étais assise dans la cabine du vieux camion. Une odeur de gazole et de pneus flottait dans l'air. Les lumières des lampadaires balayaient l'habitacle, alternant avec l'obscurité de l'autoroute. À côté de moi, Jean-Marc, le chauffeur, fredonnait doucement. C'était un homme bon, au visage marqué par la fatigue mais au sourire chaleureux. « Ne vous en faites pas, madame. On sera bientôt à Paris, » m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête, le cœur toujours aussi lourd. Je regardais la route défiler en pensant à Julien. 6 heures plus tôt, j'étais encore sur cette aire de repos, à attendre la voiture noire de mon fils qui ne reviendrait jamais. Je l'avais appelé toutes les demi-heures, jusqu'à ce que mon téléphone s'éteigne. Finalement, Jean-Marc m'avait trouvé et m'avait proposé de m'emmener à Paris. Comment une famille peut-elle faire une chose pareille, avait-il demandé, sa voix mêlant incrédulité et colère. J'aurais voulu répondre, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. J'ai simplement regardé par la fenêtre, laissant mes larmes couler en silence. Pendant le trajet, Jean-Marc m'a parlé. Il m'a dit avoir déjà vu des situations similaires. Parfois, les familles oublient ceux qui les aiment le plus. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai commencé à lui raconter mon histoire. Je lui ai parlé de Julien, quand il était enfant. Il me suivait au marché en courant, portant fièrement mon panier avec un grand sourire. Je lui ai raconté le jour où j'ai vendu ma terre pour lui payer ses études, et le jour où j'ai signé l'acte de propriété de la maison pour lui et Sophie. J'ai tout donné pour mon fils, ai-je dit, la voix tremblante. Et maintenant, je suis comme un objet dont il ne veut plus. Jean-Marc a écouté en silence, ses mains serrées sur le volant. « Madame, ne les laissez pas détruire votre cœur », m'a-t-il conseillé. Le camion avançait lentement. J'ai regardé le vieux sac en toile sur mes genoux. Le carnet que j'écrivais pour Julien était à l'intérieur. J'avais envie de le déchirer, mais je n'en avais pas encore la force. Je pensais à Sophie, ma belle-fille. La dernière fois que nous nous étions vus, elle m'avait dit
Maman, ne te mêle pas de notre vie. Julien était à côté, silencieux. Son silence m'avait blessé plus encore que les mots de Sophie. Je me demandais où j'avais commis une erreur. Avais-je trop aimé mon fils? Avais-je trop donné, au point qu'il me considérait comme acquise et sans valeur? Ces pensées tourbillonnaient dans ma tête jusqu'à me donner le vertige. Quand le camion a atteint la banlieue parisienne, le ciel commençait à s'éclaircir. Jean-Marc s'est arrêté à une station-service. On est arrivé, madame. Je peux vous déposer chez vous si vous voulez, a-t-il proposé. Mais j'ai secoué la tête. Je voulais affronter Julien seul. J'ai remercié Jean-Marc, lui tendant un petit billet pour le trajet. Il a refusé, mais j'ai insisté. Il a souri et l'a accepté. Prenez bien soin de vous, madame, a-t-il dit avant de repartir. J'ai regardé son camion s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la lumière de l'aube. J'ai appelé un taxi pour me rendre chez Julien. La maison que je lui avais achetée avec les économies de toute une vie. En arrivant, j'ai vu le SUV noir garé devant. Mon cœur s'est emballé. Je savais qu'ils étaient là. J'ai frappé à la porte. J'ai entendu des pas. Julien a ouvert. Il avait l'air fatigué, mais pas surpris. « Maman? Comment es-tu rentrée ?» a-t-il demandé, d'une voix neutre. Je l'ai regardé dans les yeux, espérant y voir un soupçon de culpabilité. Il n'y en avait aucun. « Tu m'as abandonné sur une aire d'autoroute, ai-je dit, mes mots pesant une tonne. » Julien a détourné le regard. C'était un accident. Sophie pensait que tu étais remontée dans la voiture, alors on est parti. Son excuse sonnait creux. Sophie est sortie du salon. Elle m'a toisé de son regard glacial. Maman, pourquoi ne pas avoir appelé? J'avais envie de hurler que je l'avais fait des dizaines de fois. Mais j'ai ravalé ma colère et j'ai simplement dit, mon téléphone n'avait plus de batterie. Sophie s'est assise sur le canapé et a sorti son téléphone, comme si je n'étais pas là. Julien m'a invité dans la cuisine, prétextant vouloir me faire un café. Mais je savais qu'il voulait seulement éviter mes questions. Je me suis assise, regardant mes mains qui tremblaient légèrement. Dans la cuisine, Julien m'a parlé de son travail. Il a dit qu'il était très occupé et que ce voyage avait été compliqué. Maman, n'y pense plus. C'était juste une erreur. Je voulais le croire, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas qu'une simple erreur. Je me suis retirée dans ma chambre. La petite pièce que Sophie appelait « le débarras ». Il y avait un vieux lit et une armoire remplie de mes affaires. Je me suis assise sur le lit, mon regard se posant sur un vieux classeur. Je l'ai ouvert. J'en ai sorti une chemise cartonnée contenant des papiers jaunis. C'était le titre de propriété de la maison. Mon nom y figurait toujours. J'étais la propriétaire légale de cette maison. Une pensée a germé dans mon esprit, ils ne savent pas que j'ai encore ça. Je me suis souvenu des mots de Jean-Marc, ne les laissez pas détruire votre cœur. J'ai serré les documents dans ma main, sentant une force nouvelle m'envahir. Je n'étais pas qu'une mère oubliée. J'avais encore le contrôle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'image de l'air de repos désert hantait mes pensées. J'ai entendu Sophie parler à Julien dans le salon. Ta mère est vraiment un fardeau. Ce serait tellement mieux si elle n'était pas là. Ces mots étaient des poignards dans mon cœur. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre. Le clair de lune illuminait la rue. J'ai senti une rage froide et déterminée m'envahir. J'avais pris ma décision. Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. Julien et Sophie pensaient que j'étais une vieille femme sans valeur. Mais ils ne savaient pas que j'avais encore un atout dans mon jeu. Et j'allais le jouer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une nouvelle détermination. Je n'étais plus la victime qui attendait au bord de la route. J'ai appelé Maître Dubois, un vieil ami avocat. Dubois, j'ai besoin de vous pour une affaire de propriété. Ma voix était ferme, ne tremblant plus comme la veille. Geneviève, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. J'ai raccroché, le regard tourné vers le jardin. Le manguier que j'avais planté à la naissance de Julien était toujours là. Mais aujourd'hui, il me semblait n'être que l'ombre du passé.
Je savais que je devais aller de l'avant. Et j'allais commencer par me protéger. Je me suis réveillée à l'aube. Le soleil filtrait à travers les vieux rideaux de ma petite chambre. Mon regard s'est posé sur le classeur. Le titre de propriété était là. Mon cœur battait fort, mais plus de peur. Je sentais une force nouvelle, un feu qui se ravivait après avoir été étouffé si longtemps. Je n'étais plus une vieille femme oubliée. J'étais Geneviève, une femme digne. J'ai appelé Maître Dubois, mon vieil ami avocat. Dubois, confirmez-moi que les documents de la maison sont bien en règle. Ma voix était stable. Il m'a donné rendez-vous dans un petit café du centre-ville. Je me suis habillée avec soin, choisissant ma jupe en lin bleu et une blouse blanche impeccable. Dans le miroir, j'ai revu un sourire que je croyais perdu. Tu peux le faire, Geneviève, me suis-je dit. Au café, Maître Dubois m'attendait. Geneviève, vous avez la même allure que lorsque vous étiez professeur, a-t-il plaisanté. J'ai ri, pour la première fois depuis des jours. Il a examiné les documents. Geneviève, cet acte est toujours à votre nom. Julien et Sophie n'ont aucun droit sur cette maison. Ces mots ont soulevé un poids immense de mes épaules. Si je veux vendre, je peux le faire, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Absolument. Sans demander la permission de personne. Une lueur s'est allumée dans mon esprit. Je pensais à Julien et Sophie. Ils vivaient dans cette maison comme si elle était la leur, avec mon argent. J'allais leur montrer que je n'étais pas qu'une ombre. De retour à la maison, j'ai commencé à emballer discrètement quelques affaires, de vieilles photos, mes carnets, mes vêtements préférés. Julien a remarqué mon silence. « Maman, quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé, avec une inquiétude feinte. Je savais qu'il avait peur. Non, rien. Juste un peu fatigué. Sophie est devenue plus suspicieuse, passant souvent devant ma chambre. Je savais qu'elle se méfiait, mais cela m'était égal. J'avais un but, et rien ne m'arrêterait. Un jour, j'ai décidé de recontacter Jean-Marc, le chauffeur routier. Il a été ravi de me revoir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près d'un relais pour routiers. Geneviève, vous avez l'air plus forte, a-t-il souri. Je lui ai raconté mes projets. Je ne me laisserai plus faire. Il a hoché la tête, m'écoutant attentivement. J'ai vu des gens abandonnés, a-t-il dit. Mais vous, vous avez le feu en vous. Il m'a raconté comment il avait lui-même perdu sa famille à cause de malentendus. Parfois, il faut se protéger avant tout. Ces mots résonnaient en moi. De retour à la maison, Julien et Sophie m'ont invité à dîner au restaurant pour, disait-il, resserrer les liens familiaux. Je savais que c'était une comédie, mais j'ai accepté. Au restaurant, Sophie a lancé, comme si de rien n'était, « Maman, on a trouvé une excellente maison de retraite près d'Orléans. Tu y seras très bien. » J'ai posé mes couverts. Je n'irai nulle part. Cette maison est ma maison. Sophie a ri. Maman, cette maison est à Julien et à moi. Vous n'êtes qu'hébergés. Ne rendez pas les choses plus difficiles. Ces paroles m'ont giflé. Julien, lui, restait silencieux, le regard fixé sur son assiette. Son silence a achevé de briser mon cœur. Je me suis levée et je suis partie, sans un mot. Devant la maison, je voyais leurs ombres s'agiter à travers la fenêtre du salon. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit « Je ne les laisserai pas me contrôler ». Je pensais à l'air de repos sur la 13. À la voiture de Julien disparaissant dans la nuit. Aux mots de Sophie, « Maman est un fardeau ». Et au silence de Julien, plus douloureux que tout. J'ai pris ma décision. J'allais vendre cette maison. Pas seulement pour les punir, mais pour me donner un nouveau départ. Pour être plus qu'une mère oubliée. J'ai appelé Maître Dubois. Dubois, lancez la procédure de vente. Vous êtes sûre, Geneviève, a-t-il demandé. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. J'ai raccroché, le regard tourné vers le ciel étoilé. Je sentais une force nouvelle grandir en moi. Je n'étais pas une victime. J'étais une femme puissante. Et cette maison ne serait plus leur foyer, mais l'instrument de ma liberté.
Le matin, je me suis levée avec un sentiment étrange. Dans la cuisine, j'ai vu Julien, l'air stressé, les yeux rivés sur son téléphone. Je savais qu'il me cachait quelque chose. J'ai appelé l'agent immobilier que Maître Dubois m'avait recommandé. Monsieur, y a-t-il déjà des acheteurs potentiels? Il m'a répondu que 2 familles souhaitaient visiter la semaine suivante. Parfait, le plus tôt sera le mieux. J'ai commencé à emballer mes affaires plus sérieusement, les déposant chez Françoise, une vieille amie. Geneviève, tu déménages, a-t-elle plaisanté. Je me prépare, ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Ce jour-là, j'ai décidé de vérifier quelque chose. Je me souvenais avoir encore accès au compte joint que j'avais utilisé pour acheter la maison. Ce que j'y ai découvert m'a glacé. La moitié des fonds avaient disparu, virés sur le compte de Sophie en plusieurs fois, juste après notre voyage avorté à Deauville. La colère m'a submergée. Il ne m'avait pas seulement abandonné, il m'avait volé. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Geneviève, cela pourrait être qualifié de détournement de fonds. Conservez toutes les preuves. Cette nuit-là, j'ai surpris une conversation entre Julien et Sophie. Il faut qu'on s'occupe de ce terrain rapidement, disait Sophie. Si ta mère l'apprend, tout est fichu. Le terrain? Je me suis souvenu d'une petite parcelle près d'Aix-en-Provence, un héritage de mon mari. Je n'en avais jamais parlé à Julien. Le lendemain, j'ai affronté mon fils. Julien, où est passé l'argent du compte? Il a pâli, balbutiant une excuse à propos d'un prêt temporaire. Tu mens. Je sais tout. Sophie est intervenue, agressive. Cet argent appartient à la famille, pas seulement à vous. Je me suis levée. Cet argent est à moi. Et le terrain dont vous parliez hier soir est aussi à moi. Ils étaient pétrifiés. Je sais bien plus de choses que vous ne le pensez, ai-je ajouté. Et je ne vous laisserai plus me faire de mal. J'ai appelé l'agent immobilier. Vendez la maison. Le plus vite possible. Il m'a répondu, j'ai un acheteur prêt à signer la semaine prochaine. J'ai dit oui sans hésiter. J'ai ensuite demandé à Maître Dubois de bloquer toute tentative de vente de mon terrain en Provence. J'ai trouvé du réconfort auprès de Françoise et de son club de seniors actives. Ces femmes, qui avaient toutes connu des épreuves, m'ont donné la force de continuer. Tu te bats, Geneviève, m'a dit l'une d'elles en m'offrant un petit collier fait main. Tu es forte. De retour à la maison, Julien m'attendait. Maman, je suis désolée pour l'argent. Je te rembourserai. Mais je voyais dans ses yeux la peur de perdre la maison. Julien, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Je t'ai donné assez de chance. Il est resté silencieux. Je savais qu'il irait tout raconter à Sophie. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à mes petits-enfants. Mamie est désolée si elle vous fait de la peine. Mais mamie doit se protéger. J'ai regardé les étoiles. Je savais que je faisais ce qu'il fallait. Julien et Sophie devaient apprendre leur leçon. Et ce serait moi qui la leur donnerais. Aujourd'hui, c'était le jour. Au bureau de l'agent immobilier, j'ai signé les derniers documents. La maison était vendue. En sortant, je me sentais à la fois légère et le cœur lourd. J'avais gagné mon indépendance, mais perdu une famille. De retour au pavillon, Julien et Sophie m'attendaient, le visage défait. Tu as fait ça? Tu as vraiment vendu la maison, a hurlé Sophie. Oui, ai-je répondu calmement. C'est ma maison, ma décision. Vous avez 48 heures pour partir. Julien s'est effondré sur une chaise, le regard vide. Sophie a menacé de me poursuivre en justice. J'ai souri. Et c'est. J'ai le meilleur avocat et tous les documents en règle. Pendant qu'ils commençaient à emballer leurs affaires dans un chaos de reproches mutuels, je me suis réfugiée dans ma chambre. J'avais déjà réservé mon billet de train pour Aix-en-Provence et trouvé un petit appartement. Mes amis du club sont venus me dire au revoir, les bras chargés de cadeaux et de larmes. Tu es une source d'inspiration pour nous toutes, Geneviève. Avant de partir, Julien est venu me voir, seul. Maman, pardon. C'est ma faute. J'ai été faible.
Pour la première fois, j'ai vu un regret sincère dans ses yeux. Mais il était trop tard. Je te pardonne, Julien. Mais je dois avancer. Il a hoché la tête, en larmes. Je vais essayer de devenir un meilleur fils. J'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine. Je n'ai pas fait ça par vengeance, mais pour que vous appreniez ce que signifie le mot famille. Si vous m'aimez vraiment, recommencez à zéro, avec le cœur. Dans le train qui m'emmenait vers le sud, j'ai regardé Paris s'éloigner dans la nuit. Une page se tournait. Mon nouvel appartement à Aix était petit, simple, mais c'était le mien. Depuis mon balcon, je voyais les montagnes au loin. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rose. Je pensais à l'air de repos, à la femme que j'étais cette nuit-là. J'ai sorti le collier de mes amis. Tu as gagné, Geneviève, me suis-je murmuré. Mais était-ce vraiment une victoire? J'avais retrouvé ma liberté, mais à quel prix? Dans le silence d'Aix-en-Provence, une solitude nouvelle m'enveloppait. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Aujourd'hui, je recommence ». Ce chemin ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, à Aix-en-Provence, la vie avait pris un rythme doux et paisible. Les matinées au marché, les après-midi à lire sur mon balcon. Pourtant, l'ombre du passé persistait. Un jour, j'ai reçu un message de ma petite fille. « Mamie, tu me manques. » Mon cœur s'est serré. Elle m'a dit qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement en banlieue et que ses parents étaient très tendus. La culpabilité m'a envahi. Avais-je été trop dure? Françoise, mon amie, m'a rassurée. Tu n'as pas blessé les enfants, Geneviève. Tu t'es protégée. Ils comprendront en grandissant. Ces mots, et le soutien indéfectible de mon club d'amis, m'ont aidé. J'ai décidé d'agir discrètement pour mes petits-enfants, en payant leurs frais de scolarité pour le prochain trimestre sans que personne ne le sache. Pour me sentir utile, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une petite école du quartier. Les enfants m'appelaient « Mamie Geneviève ». Leur sourire était un baume sur mes blessures. J'ai retrouvé le plaisir d'enseigner, de raconter des histoires. Un jour, j'ai reçu une lettre de mon petit-fils. « Mamie, je voudrais te voir. Papa dit qu'on a eu tort avec toi. Je suis désolée. » Les larmes ont coulé sur mes joues. J'ai appris par Maître Dubois que la situation de Julien était difficile. Il cherchait du travail, et Sophie et lui étaient au bord de la rupture. Malgré la douleur, je savais que je devais les laisser apprendre par eux-mêmes. Ma vie à Aix a pris tout son sens. Je me suis investie dans mon bénévolat et j'ai commencé à élaborer un projet, créer un petit fonds, avec l'argent de la vente, pour aider les femmes de mon âge en difficulté et les enfants défavorisés. Je me sentais renaître. Je n'étais plus une victime, mais une femme qui agissait, qui construisait. Le chemin était encore long, mais pour la première fois depuis des années, il était baigné de lumière. Un matin, alors que je m'apprêtais à partir pour l'école, Maître Dubois m'a appelé. « Geneviève, Julien est à Aix. Il veut vous voir. » Mon cœur a fait un bond. J'ai accepté de le rencontrer, seul, dans un café près de la cathédrale. Il avait vieilli. Il était plus mince, des cheveux gris parsemaient ses tempes. « Maman, pardon », a-t-il commencé, la voix brisée. J'ai eu tort sur toute la ligne. J'ai été un lâche. Il m'a raconté comment il avait laissé Sophie prendre toutes les décisions, comment il s'était laissé aveugler par le confort matériel. Pour la première fois, je n'ai pas vu la peur dans ses yeux, mais un regret authentique et profond. « Je te pardonne, Julien », ai-je dit doucement. Mais pardonner ne veut pas dire que tout redevient comme avant. Il a hoché la tête. Il m'a appris que Sophie et lui étaient en instance de séparation. Il voulait repartir de zéro, prouver qu'il pouvait être un bon fils. J'ai décidé de lui donner une chance, mais à mes conditions. Je l'aiderai avec une petite somme d'argent pour l'aider à se relancer, mais il devrait se débrouiller seul ensuite. Prouve-le, Julien. Prouve-le par tes actes. Il a promis. Avant qu'il ne reparte pour Paris, je lui ai donné la lettre que j'avais écrite pour mes petits-enfants. Sa visite m'a laissée pensive, mais apaisée. J'avais pardonné, non pas pour lui, mais pour moi. Pour me libérer du poids de la rancœur.
Les semaines ont passé. Je me suis entièrement consacrée à mon projet de fondation. J'ai rencontré des associations locales, organisé des collectes. Mon énergie semblait inépuisable. J'étais entourée par mes amis, portée par les rires des enfants de l'école. Un soir, sur mon balcon, en regardant la lune pleine éclairer les toits d'Aix, j'ai senti une paix profonde m'envahir. La douleur de l'abandon sur l'autoroute A13 semblait appartenir à une autre vie. J'ai ouvert mon carnet une dernière fois. Je m'appelle Geneviève. J'ai été abandonnée, mais je me suis relevée. J'ai appris que la famille n'est pas un dû, mais un trésor qui se cultive dans le respect. Et j'ai appris que la plus grande force réside dans la capacité à se reconstruire, à pardonner, et à choisir sa propre lumière. J'ai souri. Mon voyage n'était pas terminé, mais j'avais enfin trouvé mon chemin. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Julien. Il avait trouvé un nouvel emploi, plus modeste, mais qui le rendait heureux. Il avait pris un petit appartement et s'occupait de ses enfants un week-end sur 2. Je reconstruis, maman, écrivait-il. Et je veux que tu sois fière de moi. Il terminait en annonçant sa visite, avec les enfants, pour les prochaines vacances. Ce jour-là, en arrosant les géraniums de mon balcon, j'ai senti que mon cœur était enfin guéri. La femme tremblante sur l'aire d'autoroute avait laissé place à une femme sereine, entourée d'amour et de projets. J'attendais mes petits-enfants, non plus avec angoisse, mais avec la joie simple et pure d'une grand-mère qui avait retrouvé sa place, et surtout, sa dignité.